cette deuxième édition du Club Janus à Clermont-Ferrand. Nous avons aujourd'hui avec nous une sommité avec Jacques Nikonov, en la personne de Jacques Nikonov. Jacques Nikonov, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste et haut fonctionnaire. Vous êtes une figure bien connue de toute la résistance face à la mondialisation au début des années 2000 et fin des années 90, plutôt fin des années 90 et début des années 2000. D'abord, je souhaiterais un petit peu rappeler votre parcours. Vous avez été ouvrier pendant une dizaine d'années dans la soudure. Ensuite, vous avez passé l'examen spécial d'entrée pour les non-bacheliers. Vous avez fait des études de sciences de l'éducation à Paris 8. Et vous avez été donc ensuite, vous êtes dirigé vers un diplôme des arts et métiers. C'est en 1984 que vous avez intégré l'ENA. Vous avez également été membre de la direction du Parti communiste de 1999 à 2001. Peut-être souhaitez-vous apporter une précision ? Un mot là-dessus. Moi, à l'usine, j'étais militant communiste. J'étais de famille. Ma famille était communiste. Tout le monde était communiste depuis des générations, résistant, etc. Et donc, naturellement, j'ai adhéré au Parti communiste, aux jeunesses communistes. Et dans l'usine, j'étais militant communiste à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Mais j'ai quitté le Parti communiste en 1984 quand on m'a traité d'avoir trahi la classe ouvrière pour avoir réussi le concours de l'ENA. Donc ça m'a chagriné. Et donc, d'autant que c'était pas vrai. Donc j'ai quitté le Parti communiste à cette époque-là. J'ai beaucoup travaillé sur l'emploi, on y verra, j'ai publié plusieurs livres sur l'emploi. Et c'est pour cette raison que Robert Hue, qui arrivait à la direction du Parti communiste, m'a proposé de revenir au Parti communiste pour m'occuper des questions de l'emploi. Ben, j'ai dit oui, d'accord, si un parti peut vraiment s'occuper des questions de l'emploi, ce qui n'était pas le cas et ce qui n'est toujours pas le cas, tous les partis politiques, quels qu'ils soient, sont archi nuls sur la question de l'emploi. C'est catastrophique, alors que c'est une question absolument fondamentale. Donc je suis revenu, cette fois-ci, j'ai pris ma carte, et le jour où je prenais ma carte, j'étais bombardé à la direction du Parti communiste. J'y suis resté 18 mois, parce que j'ai vu la nullité absolue des dirigeants communistes, comme Marie-Georges Buffet, Robert Hue, Guessot, et tous ces gens-là. Ce sont des gens incultes, politiquement et globalement. Il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Et donc, je suis reparti parce que j'avais préparé un discours pour Robert Hue qui se présentait à l'élection présidentielle. C'était l'élection présidentielle de 2002. Je lui avais déconseillé d'être candidat et je lui avais quand même, il avait continué, j'avais proposé un discours pour que sa campagne soit centrée sur la question de l'emploi. Il n'a jamais prononcé ce discours. Donc voilà, il n'y avait rien à faire, donc je suis reparti pour m'occuper d'autres activités, attaques, etc. Vous avez eu toute votre vie ce goût, ce besoin du militantisme. J'ai oublié de préciser que vous aviez été délégué syndical de la CGT à l'époque où vous étiez ouvrier. vous êtes beaucoup connu du grand public pour avoir été dirigeant d'Attac au début des années 2000. Ça a été une grande aventure, Attac, mais pourriez-vous revenir un peu sur ce qu'était Attac et ce qu'Attac a représenté en France et au niveau international, bien évidemment? Il n'y a pas de date véritablement consensuelle de création du mouvement altermondialiste. Mais moi, je considère que c'est le sommet de Seattle aux États-Unis en 1999. C'était une conférence de l'Organisation mondiale du commerce où, pour la première fois, 40 000 manifestants, avec des heurts très violents avec la police, qui ont eu une audience internationale absolument considérable. Et donc, on peut dater le mouvement altermondialiste en 1999. Alors, pourquoi le passage de anti-mondialisation à altermondialiste? Anti-mondialisation, c'était les journalistes qui avaient appelé ces mouvements comme cela parce que les différents mouvements n'étaient pas vraiment coordonnés et il n'y avait pas, personne ne s'était demandé comment on doit s'appeler. Mais les journalistes, par facilité, ont appelé ces mouvements anti-mondialisation. Mais à partir de 1999, le mouvement intermondialiste
enfin la notion d'altermondialisme est décidée par des collectifs qui se rejoignent et qui considèrent qu'il faut faire la différence entre altermondialisation et antimondialisation, dans le sens où ils ne sont pas contre la mondialisation, mais contre la mondialisation, l'aspect néolibéral de la mondialisation. Alors c'est un peu jésuite comme façon de poser le problème, parce qu'à aucun moment le mouvement altermondialiste n'a défini ni ce qu'était la mondialisation néolibérale, ni ce qu'était l'altermondialisation. Et on est resté dans un flou total pendant toute la durée d'existence du mouvement altermondialiste. Donc on pourrait y revenir, si vous voulez, peut-être un peu plus dans le détail, mais ATTAC, dans cette affaire-là, ATTAC va être créé en 1998 à la suite d'un article d'Ignacio Ramonet, le directeur général du Monde diplomatique, dans lequel il écrit un article sur la taxe Tobin. Et bizarrement, parce que là, bon, là, tu as une taxe sur les transactions financières, donc pas sur les transactions financières, mais sur les mouvements de change. Hein. C'est plus réduit que les transactions financières. Bon, c'est d'accord, et puis bizarrement, des milliers de gens se mettent à écrire au Monde diplomatique en disant mais c'est génial, il faut poursuivre l'idée, il faut s'organiser, etc. Et donc les journalistes du Monde diplomatique se disent ben oui, il y a des milliers de lettres, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et ils se disent ben on va créer une association autour de cette idée de taxe sur les transactions financières. Mais comme ce sont des journalistes et pas des militants, ils n'ont pas envie de devenir des permanents associatifs, ils n'ont pas la compétence non plus, et donc ils imaginent un système dans lequel des membres fondateurs, que sont des organisations qu'ils vont sélectionner, quelques fédérations syndicales, CGT, CFDT, Sud et FSU, des associations de différentes sortes, quelques organes de presse comme Alternatives économiques, Politis, et puis des personnalités vont devenir le collège des fondateurs pour assurer une stabilité, disons, de l'ensemble. Et il va y avoir une conférence internationale à Saint-Denis, à Paris 8, justement, pour créer le mouvement international ATTAC. Il va y avoir une quarantaine de pays, plus d'une quarantaine de pays dans lesquels il y aura une structure ATTAC. En Allemagne, 20 000 adhérents. En France, nous avons dépassé les 30 000 adhérents. Et donc, le mouvement se développe. Et moi, je suis élu en 2002 président d'ATTAC à la suite de Bernard Cassen, qui avait succédé à Ignacio Ramonet comme directeur général du Monde diplomatique. Et je vais rester président jusqu'à 2006 avec c'est-à-dire la période, en fait, du développement du mouvement altermondialiste et d'ATTAC. Et ATTAC jouait un rôle d'impulsion dans le mouvement altermondialiste à l'échelle internationale et à l'échelle française. Donc voilà comment ça s'est créé. Je reviendrai certainement sur la question parce que le mouvement altermondialiste aujourd'hui n'existe plus, il a été neutralisé, éteint, rasé, et donc il faut comprendre pourquoi des mouvements comme ça sont détruits. On peut faire un parallèle avec les Gilets jaunes aussi, où il y a eu un affaiblissement considérable. Donc c'est une réflexion sur la pérennité des mouvements sociaux qui se développent à un moment comme un feu de prairie et qui n'arrivent pas à s'inscrire dans la durée. À quoi ça tient, pourquoi, etc. Voilà, c'est toute une réflexion. Voilà, je referme la parenthèse, un peu longue, pardon. Merci beaucoup pour cette longue introduction, une introduction très intéressante et qui nous permet de redécouvrir votre parcours et de vous situer un petit peu mieux. Nous allons donc maintenant passer à la première partie de notre entretien qui concerne justement le passage de l'altermondialisme à ce que vous appelez la démondialisation, une démondialisation que vous jugez à la fois possible et nécessaire, et nous allons voir comment les enjeux ont évolué en une vingtaine d'années seulement.
Comme je l'ai rappelé, comme vous l'avez expliqué, vous avez été dirigeant d'Attac au début des années 2000. On parlait alors d'altermondialisme et vous êtes bien revenu sur cette notion. 15 ans plus tard, on vous retrouve au sein du PARDEM, le Parti de démondialisation. Alors aujourd'hui, en 2023, qu'en est-il de ce concept d'altermondialisation que vous avez porté à bout de bras? Écoutez, ça n'existe plus. C'est un astre mort, vous savez. Il reste des traces, ou alors comme le dessin animé de Tex Avery, vous savez, le petit bonhomme qui court, il arrive au bout de la falaise, il ne voit pas que c'est le trou, donc il continue à marcher dans le vide, et quand il se rend compte que c'est le vide, il tombe. Là, c'est un peu la même chose. Un certain nombre de gens du mouvement intermondialiste se rendent compte qu'ils marchent dans le vide, ils tombent. Pourquoi? C'est la question. Le fond de l'affaire, c'est la question de la souveraineté. On retombe sur cette question centrale, c'est-à-dire la démondialisation. C'est-à-dire qu'il y a eu au sein du mouvement intermondialiste une cassure idéologique entre ceux qui voulaient continuer dans le flou autour de la mondialisation néolibérale sans jamais la définir, sans jamais expliquer ses origines, et ceux qui considéraient le mouvement altermondialiste, notamment les forums sociaux qui étaient organisés. La visibilité la plus forte du mouvement altermondialiste venait d'abord du Forum social mondial qui se tenait tous les ans. Le premier a démarré en 2001 à Porto Alegre au Brésil. Il est resté 3-4 ans au Brésil et puis il a circulé un petit peu avec des centaines de milliers de participants. C'était très impressionnant. Il y a eu, à partir de 2002, les forums sociaux européens, le premier à Florence, en Italie, avec 60 000 participants quand même, c'est pas mal. Et puis l'année suivante à Saint-Denis, Paris-Bobigny en France, avec plusieurs dizaines de milliers de participants. Et c'est la visibilité du mouvement intermondialiste qui apparaissait dans les forums sociaux. Donc il y a eu une double coupure en fait. Une coupure sur trois grandes questions. La première, c'était une question stratégique, de fond. Est-ce que le mouvement altermondialiste doit s'engager dans une campagne de démondialisation? Puisque on est pour l'altermondialisation, qu'est-ce qu'on appelle altermondialisation? Il y avait une proposition, pareil, qui était floue. Ça reste flou, la notion de démondialisation, tout autant que l'altermondialisation. Il y a un certain nombre d'auteurs, dont je fais partie, qui mettent un contenu à cela, mais pas tout le monde, et ce contenu n'est pas consensuel. Et donc, le débat se porte là-dessus. Et nous perdons. Nous perdons, c'est-à-dire que la majorité ne veut pas démondialiser. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ce slogan est un slogan, je résume, de droite, voire d'extrême droite. Parce que la démondialisation, c'est du nationalisme. Ça veut dire qu'on est contre le libre-échange, on est contre... Alors, évidemment, il y avait des luttes pour atténuer le libre-échange, mais pas pour éliminer le libre-échange. Donc, le premier point de clivage, le plus important, il porte sur la notion de démondialisation, avec un désaccord complet là-dessus. Et puis, un deuxième aspect, c'est la stratégie. Est-ce qu'il faut que le mouvement altermondialiste fasse des propositions, ou doit-il être une sorte d'espace ouvert où tout le monde vient présenter ses solutions, c'est-à-dire du blabla? Et c'est ce qui s'est passé avec les forums sociaux mondiaux et continentaux. Ça, au bout de 3-4 fois, c'était la même chose qui se disait. Il ne ressortait rien de tout cela. Et donc, au bout d'un moment, nous avons dit avec un certain nombre d'autres, il faut arrêter parce qu'on est en train de couler, il faut qu'on fasse des propositions et par exemple qu'on propose des mobilisations mondiales sur des sujets
des journées d'action mondiale sur, par exemple, la souveraineté alimentaire, sur la question de l'eau, sur laquelle on travaillait beaucoup, sur la question du commerce international, bref, mais pas possible. Donc la majorité voulait plutôt que ça reste un espace dans lequel les gens viennent témoigner, un système de témoignage. Bon, voilà, c'était l'échec s'est produit là. Et le troisième aspect qui découle un peu de tout ça, c'était le refus de l'organisation. C'était l'illusion de la spontanéité et le fait que, comme ça, naturellement, les gens vont s'organiser, etc. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça s'est écroulé. Si vous n'avez pas une organisation, ça ne fonctionne pas. Il faut s'organiser quand on mène un combat. La classe dominante est hyper organisée. Elle ne peut pas avoir en face d'elle des gens désorganisés, sympathiques, mais désorganisés. Alors ça ne suffit pas, l'empathie, la sympathie. Il faut s'organiser pour mener un combat efficace. Ça n'a pas été possible. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles finalement ça a chuté. Alors Attac dans cette affaire-là, Attac jouait un rôle d'aiguillon international. Je le disais, la commission internationale d'Attac, c'était une sorte de deuxième mouvement altermondialiste en soi, avec plus de 40 attaques représentées dans le monde. On les réunissait, on était en lien avec eux en permanence, on faisait des choses communes. Par exemple, pendant la campagne de 2005, qui a été à la fois la grande victoire d'Attac et le début de la fin, eh bien, on a fait des meetings communs avec tous les pays européens concernés par le traité constitutionnel européen. On a fait des choses avec les attaques d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, d'Espagne, du Portugal. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Mais il s'est passé que le rôle d'Attac a fait de l'ombre à un certain nombre d'organisations françaises et internationales. Je prends un exemple. Le mouvement intermondialiste reposait sur les forums sociaux, à l'échelle nationale, à l'échelle continentale et à l'échelle nationale. Et nous avons impulsé des tas de forums sociaux en Afrique. Moi, je suis allé à Bamako, dans différents endroits, avec beaucoup de militants en Afrique, au Maghreb, ça a pu se développer également, en Amérique du Sud, enfin, dans énormément de pays. En France, impossible. Impossible de mettre en place un forum social national. Alors que moi et mon équipe ont poussé pour cela. C'était la logique. Pourquoi avoir des forums sociaux mondiaux et continentaux et pas au niveau national? Parce qu'au niveau mondial et européen, par exemple, on invitait les syndicats. Ils venaient. On invitait certaines organisations, elles venaient. Mais quand il s'est agi de proposer, d'organiser un forum social national, les syndicats ont dit non. Ils n'ont pas voulu. Parce que ça ne mangeait pas de pain d'être à une tribune à 1000 km, 2000, 10 000 km de Paris. C'était pas la même chose que d'être à une tribune à Paris, Marseille, Toulouse ou Clermont-Ferrand. Il y avait un engagement différent des syndicats. Et donc les syndicats n'ont pas voulu. J'ai discuté avec Bernard Thibault, à l'époque, qui dirigeait la CGT. Il n'était pas d'accord, parce qu'il considérait qu'on marchait sur les plates-bandes des syndicats. Grave erreur, parce que nous, on ne cherchait pas du tout, on cherchait la convergence. Et donc, ça a contribué à affaiblir. Et le problème, c'est qu'un certain nombre de dirigeants de ces organisations ont commencé à lutter contre Attac, plus ou moins ouvertement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la campagne de 2005 sur le référendum sur le traité constitutionnel européen, Attac a joué un rôle absolument décisif pour la victoire. C'est nous qui avons impulsé
le débat citoyen. C'est personne d'autre. Nous avions à l'époque plus de 300 comités locaux d'attaque. Eh bien, il y a eu une mobilisation absolument exceptionnelle, des centaines et des centaines de meetings. Là, j'ai participé à des dizaines de meetings. Grenoble, 4000 personnes, Rouen, 3000 personnes. Enfin, vous voyez le genre de meeting où on venait exposer, on avait décrypté la Constitution, le projet de Constitution européenne. On avait fait un boulot énorme d'éducation populaire. Et ça a avancé. Je dois dire que nous avons joué quand même un rôle pour faire basculer les dirigeants de la CGT sur le non. Parce que Thibault et ses adjoints, ils n'étaient pas clairs là-dessus. Je ne parle pas de la CFDT, je parle de ceux qui étaient combatifs. Bon, eh bien, quand il y a eu la victoire du non, en 2005, le soir même des résultats, une opération d'envergure a été lancée pour neutraliser Attac. Parce qu'il y avait cet aspect que je viens de dire, qu'on faisait de l'ombre, certains croyaient qu'on faisait de l'ombre, mais on faisait de l'ombre en fait par comparaison, parce qu'un certain nombre de gens, quand ils comparaient ce que faisaient les syndicats ou certaines organisations et ce que faisait Attac, ils disaient, ben, il n'y a quand même pas photo, les types d'attaques qui se bougent le cul un peu plus que telle ou telle organisation. Il y avait un deuxième phénomène, c'est qu'en 2007, il y avait l'élection présidentielle. Et un certain nombre de candidats potentiels et d'organisations ont cru que j'allais me présenter à la présidentielle. Et ils m'ont ciblé avec mon équipe pour nous éliminer. Et je parle de qui là? Je parle des amis, les amis de José Bové. José Bové qui était vraiment, qui avait pas mal été mis en pointe avec le démontage du McDo à Millau en 2000. Combien 99. 99. Donc les amis de José Bové ont commencé à nous taper dessus parce qu'ils voulaient pousser la candidature de José Bové. Il s'est présenté, il a fait un score minable, 1, et quelques pourcents. Et aujourd'hui, vous avez vu où il a fini, dans le Parti socialiste. Bon, les Verts, pareil. Les Verts, un certain nombre de Verts ont commencé à nous taper dessus parce qu'ils préparaient la candidature de Voynet, qui a fait un score tout aussi minable. Les amis de Marie-Georges Buffet et de Robert Hue, certains responsables communistes, pareil, ils nous ont tapé dessus parce qu'ils préparaient la candidature de Marie-Georges Buffet, qui a fait un nano-score, 1 et quelques pourcents. Et puis Olivier Besancenot, du NPA, pareil, qui voyait dans ma candidature éventuelle, alors ça n'a jamais été le cas, n'a jamais eu l'intention de faire ça, qui a donc une coalition tout à fait hétéroclite, qui n'avait un seul point commun, nous éliminer, m'éliminer moi et casser Attac pour laisser la voie à leur candidat. Bon, résultat, Sarkozy a été élu, mais ça a laissé des traces. Et les 30 000 adhérents que nous avions, comme nous avons été affaiblis, aujourd'hui tout ça s'est écroulé, même s'il reste encore ici ou là quelques groupes. Donc voilà, moi ce que je peux dire sur cette période, c'est dommage parce que le fond de la question, c'est en effet la mondialisation néolibérale, le travail d'Attac qui portait finalement, si on a le temps, je reviendrai peut-être sur la notion de mondialisation néolibérale, mais le travail d'éducation populaire qui a fait Attac a consisté à décrypter la mondialisation libérale. Il y a eu un gros travail d'explication autour de cette notion, parce que les forces de gauche, disons les choses clairement, se sont laissées submergées par l'idéologie néolibérale.
elles n'ont pas réagi, elles n'ont pas combattu, elles n'avaient pas les bons arguments. Elles ont été dépassées par les événements. Et c'est la raison pour laquelle la mondialisation néolibérale a avancé. Elle travaillait dans le mou de la gauche. Et hélas, cette situation s'est refermée, c'est-à-dire que le travail, le virus néolibéral a pu reprendre son extension après la démolition systématique d'attaques par une partie de la gauche. Merci beaucoup. Donc, en effet, l'altermondialisme, astre mort, dites-vous, et vous dressez quand même un bilan, semble-t-il, assez amer. Mais maintenant, nous allons parler un petit peu d'Europe, puisque vous avez fait plusieurs publications en 2005, année que vous avez évoquée et qui évoque beaucoup de souvenirs pour les personnes ici présentes, très certainement. Vous avez publié donc plusieurs ouvrages. Dans un ouvrage collectif, Quelle politique européenne pour la France ? Vous avez signé donc plusieurs pages. Vous avez également donc écrit Cette constitution qui piège l'Europe, toujours en 2005. Constitution européenne, ils se sont dit oui. Et ce livre que vous pouvez acquérir après notre entretien, Sortons de l'euro, restituer au peuple la souveraineté monétaire, en 2011, cette fois aux éditions Mille et une nuits. Alors, sans vous demander de vous répéter par rapport à vos précédentes prises de parole, puisque vous êtes largement exprimé sur l'Europe et nous connaissons pour certains d'entre nous vos positions, pourriez-vous tout de même définir ce qui, selon vous, pose problème dans le fonctionnement de l'Union européenne au point de vue de la prise de décision ? En d'autres termes, vous semblez considérer que l'Union européenne est antidémocratique. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors d'abord, je commencerai par préciser 2 points. Le premier, c'est que je ne parle pas d'Europe, je parle d'Union européenne. L'Europe, c'est un continent, c'est de la géographie. L'Union européenne, c'est de la politique, c'est un système politique. Donc on ne peut pas être contre l'Europe, comme on ne peut pas être contre l'Afrique, ou contre l'Amérique, ou contre l'Asie, ça n'a pas de sens. En revanche, on peut être contre, ou doit même être contre l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le problème de l'Union européenne n'est pas un problème de fonctionnement. L'Union européenne fonctionne très bien pour ses objectifs. C'est un problème de conception. C'est la conception même de l'Union européenne qui doit être remise en cause. Pourquoi ? Parce que le véritable but de l'Union européenne, pas son fonctionnement, c'est de détruire la démocratie. Voilà. Quand on dit ça, il y a beaucoup de gens qui font les yeux tout ronds. Non, on va regarder, c'est un peu le sens du travail que nous avons fait. Le but véritable de l'Union européenne est de détruire la démocratie. Ça a le mérite d'être clair et on a hâte de vous entendre vous exprimer à ce sujet. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire cet ouvrage. Et donc, pourquoi ? Parce que, d'abord, la construction de l'Union européenne repose sur l'idéologie néolibérale, dès le départ. Et on la retrouve dans tous les traités. Une des raisons pour lesquelles nous avons, avec Attac, lancé la campagne pour le vote non au référendum sur le traité constitutionnel européen, c'est que ce projet de traité, était imbibé d'idéologie néolibérale. Et donc, tout ça, je vais vous citer une phrase de Friedrich von Hayek, qui est un des papes de l'idéologie néolibérale, qui est un universitaire à la fin des années 30, avant la Seconde Guerre mondiale. Déjà à l'époque, les plans étaient préparés pour mettre en place en Europe et ailleurs un système pour verrouiller les peuples. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu, dans les années 30, il y avait le New Deal aux États-Unis, mais il y avait aussi le Front populaire en France et en Espagne. Et il y avait eu des luttes sociales très fortes. Et donc la crainte des classes dominantes était qu'il se produisent des changements politiques
que les classes dominantes ne pourraient plus maîtriser. Donc, une réflexion s'était engagée parmi les classes dominantes avec un séminaire, bref, le séminaire Lippmann. Vous pouvez prendre cette référence et creuser si vous voulez. Alors voilà ce que dit Friedrich von Hayek en 1939. Il dit la fédération européenne, fédération, donc le mot est très, très clair, ça veut dire que les États sont fédérés sur un peu le modèle américain si vous voulez. Vous avez un État central, mais vous avez des États qui ont des prérogatives très développées. Donc la fédération devra posséder le pouvoir négatif d'empêcher les États individuels d'interférer avec l'activité économique. Voilà. Le but, c'est d'empêcher les États d'avoir une action sur l'économie. Les suites aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Banque Centrale Européenne qui a un seul objectif, maintenir une inflation autour de 2%, mais rien sur le développement économique et l'emploi. C'est un système automatique en fait. Il ne faut surtout pas de politique dans l'économie. L'économie doit fonctionner selon son propre mouvement, d'où le concept de concurrence libre et non faussée et toutes les âneries qui suivent autour de ces questions-là. Donc, empêcher les États individuels d'interférer avec l'activité économique, les aides d'État par exemple, c'est proscrit par Bruxelles, bien qu'ils fassent le contraire. On l'a vu avec la période du Covid, très intéressante, parce que tous les dogmes idéologiques du néolibéralisme ont volé en éclats. C'est dommage que la profession des économistes n'ait pas appuyé fort là-dessus pour montrer les contradictions. Une fédération signifie qu'aucun des deux niveaux de gouvernement, fédéral et national, ne pourra disposer des moyens d'une planification socialiste de la vie économique. Alors, socialiste dans la bouche de Hayek, Roosevelt est un socialiste pour von Hayek. Ça veut dire pas de planification. Par définition, la planification est une intervention de l'État dans l'économie, puisque la planification a pour but d'orienter le développement et de prévoir des années à l'avance un certain nombre de développements. Bon, donc, la conclusion est claire, il faut briser les souverainetés nationales. On revient, encore une fois, sur la question de la souveraineté. Il faut briser les souverainetés nationales pour empêcher tout risque d'arriver au pouvoir de gouvernements qui pourraient mener des politiques contraires aux intérêts des classes dominantes. Voilà à quoi sert l'Union européenne. Alors, elle a été façonnée pour cette raison, mais surtout pour répondre aux intérêts des États-Unis, pas à ceux des Européens. L'Union européenne, c'est une annexe des États-Unis. On le voit avec l'adhésion de l'Union européenne en tant que telle à l'OTAN. L'OTAN qui est le système, l'annexe militaire américaine en Europe. Le plan Marshall a été utilisé par les Américains dans cette perspective. Remilitarisation de l'Europe sous contrôle américain. Et puis, je passe, mais si vous lisez, vous retrouverez l'histoire de cette construction, pas selon le récit écrit pour des enfants de 10 ans qu'on retrouve sur le site de l'Union européenne, mais la véritable histoire politique de l'Union européenne. Et donc, si on conclut, l'Union européenne s'est faite par le marché, présentée comme valeur suprême. C'est-à-dire que les valeurs, soi-disant, dont on nous abreuve, c'est pas le blabla habituel, c'est le marché. Il n'y a qu'un seul Dieu pour l'Union européenne, c'est le Dieu marché. Donc, tout ça au travers de Maastricht, du traité de Maastricht en 92, avec l'union monétaire, et puis le traité de Lisbonne qui fait suite le putsch, le coup d'État organisé par Sarkozy, qui transforme un non en oui,
puisque le Parlement, coup d'État parlementaire, le Parlement va voter le traité de Lisbonne, qui est la copie du traité constitutionnel européen qui avait été rejeté par référendum. Et donc, on trouve là la notion de compétence exclusive, article 3 du traité de Lisbonne. Qu'est-ce que c'est que les compétences exclusives? Eh bien, l'Union européenne a seule la compétence sur la monnaie, sur le commerce interne, sur le commerce international, sur les frontières et sur les budgets. Donc, un pays qui est privé des instruments de la politique macroéconomique de cette nature, si vous voulez, n'est plus souverain. Nous ne sommes plus souverains. On ne peut pas décider de ce que nous voulons faire. Donc voilà ce que l'on peut résumer de l'Union européenne. Le problème, c'est que on n'arrive pas à dégager une majorité consciente en France autour de ces idées. On reste, tous les sondages qui sont faits depuis 30 ans sur l'Union européenne, il y a beaucoup de critiques qui sont faites, mais quand on pose la question, est-ce que vous voulez sortir de l'euro depuis qu'il y a l'euro, et est-ce que vous voulez sortir de l'Union européenne, les oui oscillent entre 25 et 33-35%. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de la population seulement qui est favorable à la sortie de l'Union européenne, qui a compris. Et une des raisons pour lesquelles il y a cette situation, alors que c'est quand même évident, ça devrait être évident, le rôle néfaste de l'Union européenne, c'est que aucune organisation visible, syndicale ou politique, visible ça veut dire qu'il y a une certaine présence médiatique, ne mène un combat clair sur le sujet. Vous savez, un type comme Mélenchon, il a voté Maastricht. Il a voté Maastricht, oui, bien sûr. Et il s'en vante d'ailleurs, il s'en vante. Mais il louvoie en permanence. Plan A, plan B, on n'y comprend rien. Pourquoi? Il embrouille le public parce qu'il ne veut pas dire clairement qu'il faut sortir de l'Union européenne parce que ça n'est pas rentable électoralement, pour l'instant. Mais si personne ne mène un combat, on ne peut pas gagner un combat qui n'est pas mené, ça n'est pas possible. Même si ça n'est pas rentable électoralement, il faut mener ce combat pour la sortie de l'Union européenne, qui ne veut pas dire se fâcher avec les pays européens, avec les voisins, mais c'est la condition pour reconstruire des relations dégagées du poids, de l'emprise du néolibéralisme sur les relations internationales. Donc on en est là, et espérons que, d'ailleurs sur la question des retraites par exemple, les retraites, ça vient aussi de l'Union européenne, ça vient même d'au-delà, ça vient de l'OCDE, de la Banque mondiale, du FMI. On en reparlera. On va en parler, très bien. Je ne voulais pas vous interrompre, peut-être vouliez-vous terminer. N'hésitez pas. Donc on va un petit peu avancer quand même. Revenons en France, si vous le voulez bien, vous allez me répondre qu'on n'a pas quitté la France, mais nous avons une question à vous poser sur l'endettement, puisque cela fait 15 ans que nos politiques nous parlent d'endettement et même de faillite de l'État. On se souvient des mots de François Fillon en 2007, « Je suis à la tête d'un État en faillite », mot extrêmement fort. Très récemment, Gabriel Attal a affirmé « C'est la réforme ou la faillite ». Donc la question est la suivante, où en sont aujourd'hui réellement les finances de la France, selon vous? Oui, vous avez eu raison d'étaler cette série d'ânes, parce que un État ne peut pas être en faillite. L'État n'est pas comme une famille. J'entendais un autre âne, un député LR, je crois, ou je ne sais pas de quel poil, qui, à la radio, expliquait justement que le budget de l'État se gérait comme une famille, et une famille, elle ne peut pas s'endetter, ça n'est pas possible, sinon elle fait faillite.
ou une entreprise. C'est ce qu'on apprend en première année de fac en économie. Non, un État ne peut pas être comparé à une entreprise ou une famille. Un État ne peut jamais être en faillite. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'État peut annuler sa dette, ce que ne peut pas faire une famille ou une entreprise. Il y a des créanciers plus forts que vous, alors que l'État est plus fort que les créanciers, toujours. Et donc il peut annuler sa dette. Et même si ça peut poser quelques problèmes, l'annulation de la dette, ce n'est pas simple, hein, bien sûr, on peut en parler. D'ailleurs, ici, il y a tout un travail qui est exposé sur la sortie de l'euro pour expliquer comment on peut sortir de l'euro, sur le plan technique. Et en outre, un État peut annuler sa monnaie et créer une nouvelle monnaie. Parce que les créances, elles sont libellées dans une certaine monnaie. Si vous supprimez votre monnaie, vous supprimez vos dettes et vous recréez une nouvelle monnaie qui va remettre les compteurs à zéro. Ça déjà dans l'histoire, il y a des cas, de nombreux cas comme cela. Hein. Donc non, il ne faut pas avoir peur de tout cela. Tout cela, c'est pour faire peur aux gens. Ce sont des arguments qui servent à faire peur et empêcher les gens de comprendre les mécanismes économiques, les mécanismes politiques et les marges de manœuvre dont nous disposons. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut rester insensible à la dette telle qu'elle est aujourd'hui. La dette publique, on peut vivre avec, ça n'est pas un problème, si les créanciers sont des créanciers nationaux, résidents, comme l'on dit. C'est le cas du Japon. Le Japon, je crois, a une dette publique de 200 ou 300% du PIB, il faudrait vérifier, mais enfin de quelque chose d'astronomique. Mais ça n'est pas un problème au Japon. Pourquoi ? Parce que les créanciers, ceux qui détiennent la dette, sont des résidents, ce sont les Japonais. C'est-à-dire que le Japon n'est pas endetté en tant que société. Certains Japonais ont prêté à d'autres, l'État japonais, mais au total, c'est un jeu à somme nulle. Donc la question, c'est de reconstruire une dette publique fondée sur l'épargne nationale. Aujourd'hui, 50% de la dette, 3 000 milliards d'euros, est détenue par des non-résidents. Fonds de pension étrangers, banques centrales étrangères, banques commerciales étrangères, etc. C'est embêtant, parce que dès lors que de l'argent est détenu par des non-résidents, ça devient un moyen de pression, c'est une limitation de souveraineté. Et donc, pour des raisons de souveraineté, il faut que la dette soit convertie en dette détenue par les résidents français. Donc 50%, c'est mieux qu'il y a quelques années, où c'était un tiers seulement. Donc il y a une politique qui doit être menée pour que la dette soit détenue par l'épargne des Français. La France, c'est le 2e pays au monde pour l'épargne. On n'a pas de problème avec ça. On n'a aucun problème. Il faut arrêter de placer la dette à l'étranger, tout simplement, et faire en sorte que l'achat de titres de dette, comme c'était le cas, avant il y avait des bureaux du Trésor public, on pouvait aller dans ces bureaux et acheter des obligations d'État. Aujourd'hui, c'est plus possible, on est obligé de passer par des banques commerciales, des SICAV, etc. Donc voilà, il faut pas s'affoler, il faut expliquer, parce que les gens, l'argument qu'il faut gérer la dette de l'État comme le ferait une famille, a du poids chez un certain nombre de gens. Pour certaines personnes qui ne savent pas tout ça, ça leur paraît logique qu'il ne faut pas de dette. Ben non, s'il n'y avait pas de dette, il n'y aurait pas d'investissement. Donc l'endettement, l'État en faillite, stratégie d'affolement selon vous, pure stratégie d'affolement. Oui, bien sûr. On ne saurait vous accuser de faire dans la langue de bois.
Maintenant, nous allons revenir à l'actualité, puisque nous savons un peu ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé cette semaine. Nous allons en reparler dans quelques minutes. Vous êtes un fervent défenseur de la logique du plein emploi. Dans les années 90, vous avez publié 2 ouvrages. Existe-t-il des réservoirs d'emploi en 96? Chômage, nous accusons en 98. Donc voici une question d'actualité, comme je le disais. Quel est votre point de vue sur la réforme des retraites et la répartition du travail en France en 2023? Et peut-être pourriez-vous à cette occasion revenir sur la manière dont fonctionne l'actuel système de financement par répartition. La répartition, c'est un système qui est fondé sur l'utilisation des cotisations des actifs pour payer les retraites des inactifs, enfin des retraités, des pensions des retraités. Donc il n'y a pas de passage par les marchés financiers. L'argent passe directement des uns aux autres. C'est un système solidaire qui fonctionne très bien et qui doit être préservé parce que c'est comme cela que l'on peut avoir une politique sociale efficace. Quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer? On peut jouer en effet sur la durée du travail, sur la durée de cotisation, l'âge du départ à la retraite, sur la durée de cotisation et sur les cotisations, le montant des cotisations. Mais le gouvernement actuel, comme les précédents, a considéré qu'il ne fallait pas augmenter les cotisations au motif de ne pas baisser le pouvoir d'achat des Français. C'est évidemment contestable. L'augmentation des cotisations patronales se justifie, parce que là, il n'y a pas de baisse du pouvoir d'achat des Français, si c'est les cotisations patronales qui augmentent. Pourquoi? Parce que la baisse de la participation patronale au système des retraites est flagrante depuis des années, sous la forme d'allègements de cotisations sociales. Les allègements de cotisations sociales affaiblissent tout le système social. Les retraites, l'assurance maladie, etc. Donc ça, c'est une politique qu'il faut remettre à plat et arrêter avec les exonérations de cotisations sociales. Mais disons le fond du problème, il n'est pas là. Parce que ça, techniquement, on peut gérer, il n'y a pas de problème financier, on sait où il y a de l'argent, on peut canaliser l'argent pour alimenter les retraites. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le problème est ailleurs. Il y a un double problème. Le premier problème, c'est la stratégie des classes dominantes occidentales, qui a été rédigée au début des années 90 dans des documents du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale que je dévoile dans un ouvrage que j'aurais pu prendre qui s'appelle « La comédie des fonds de pension », puisque j'ai été envoyé par mon employeur, la Caisse des dépôts, aux États-Unis, où je suis resté 3 ans et demi. J'étais en même temps attaché financier pour le Trésor, où j'ai pu entrer dans des fonds de pension, faire des enquêtes avec la publication donc, de cet ouvrage qui explique le fonctionnement des fonds de pension américains. Donc le premier objectif, c'est de créer l'insécurité. Alors, on pourrait se dire que c'est paradoxal, puisque toutes les campagnes de la droite ou de l'extrême droite se font sur l'insécurité, combattre l'insécurité. Mais pas du tout. L'objectif est de créer l'insécurité au travers de politiques sociales qui mettent les gens dans l'insécurité. Précisément, pourquoi organiser l'insécurité? C'est marqué noir sur blanc, avec des citations, des documents où cette thèse est développée. Pourquoi veulent-ils, au travers des politiques sociales, notamment les retraites, mais aussi l'assurance chômage, c'est pareil, mettre les gens dans l'insécurité? Parce que les gens qui sont dans l'insécurité, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas, qui vivotent, qui ont très peu de revenus, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas d'espoir, eh bien, on pourrait se dire, ces gens fabriquent des révolutionnaires. Pas du tout. Les gens se redrevillent sur eux, ils se culpabilisent, ils se désocialisent, et ça écrase les luttes.
Ça, c'est un résultat empirique. Hein. Je peux citer la phrase de Pompidou, président de la République, il disait, après 68, il disait attention, attention, si on arrive à 1 million de chômeurs, il y avait moins de 1 million de chômeurs à l'époque, la France explose. Ben non, il y a eu 1 million de chômeurs, ça n'a pas explosé, il y en a eu 2, ça n'a pas explosé, il y en a eu 3, 4, 5, 6, ça n'explose toujours pas. Ça implose. Dire que on ne voit pas les chômeurs dans les rues. 6 millions de chômeurs. Ils ne sont pas dans la rue. Ils sont chez eux, recroquevillés, ils sont écrasés. Alors, voilà un excellent résultat des politiques néolibérales. C'est fait exprès. Créer l'insécurité par l'incertitude du revenu, la faiblesse du revenu et l'incertitude du revenu. Les gens ne pensent pas à lutter, ils pensent à bouffer. Chercher comment on va boucler la fin du mois, chercher les magasins où il y a les prix les moins, et passer des heures à ça. Ben voilà, c'est ça l'insécurité. Et ne plus voter, et ne plus s'engager, etc., etc. Et le corollaire, comment on arrive à cela, c'est, le deuxième aspect, c'est la capitalisation. La capitalisation est un autre système de retraite qui est fondé sur la collecte des cotisations et le placement des cotisations sur les marchés financiers. Et les retraites sont payées à partir des résultats des marchés financiers. Si vous sortez à la retraite à un bon moment où les marchés financiers sont bien, ben vous pouvez avoir une retraite correcte, sinon vous n'avez pas. Et les marchés financiers ont provoqué des faillites, cette fois-ci, de fonds de pension en Grande-Bretagne. Partout où il y a des fonds de pension significatifs, c'est l'échec. Grande-Bretagne, Pays-Bas, États-Unis. Et donc, la question de l'augmentation de la durée des cotisations n'a pas pour objectif d'augmenter la durée du travail. C'est pas du tout ça, ils veulent pas. Ils disent qu'il faut travailler jusqu'à 64 ans, mais ils veulent pas que les gens travaillent jusqu'à 64 ans. Ce qu'ils veulent réellement, c'est que les gens cotisent à des fonds de capitalisation individuelle, le PER par exemple, mais il y a d'autres systèmes, le plan épargne retraite, parce que ça va alimenter, ça va faire basculer des sommes de captives dans le système par répartition, auxquelles les marchés financiers ne peuvent pas avoir accès, au marché financier. Donc ça vise à pousser les gens à avoir une épargne retraite supplémentaire, parce que les gens, regardez les jeunes aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, ils disent de toute façon moi j'aurai pas de retraite. Que font-ils? Certains, quand ils ont un peu de moyens, ils épargnent, c'est-à-dire ils placent sur le marché financier. Donc c'est ça l'objectif, voilà, la capitalisation. Parce que en 90, au début des années 90, il y avait une très forte campagne en France pour la création de fonds de pension, avec à la tête un individu comme Strauss-Kahn, qui a mené campagne pour les fonds de pension. Ça a été l'échec. Nous avons gagné là-dessus. Nous avons empêché la création de fonds de pension. Mais il ne renonce pas. Il contourne le problème pour essayer d'affaiblir le montant des retraites pour que les gens se prémunissent donc de ce risque qu'ils anticipent par des cotisations à des fonds par capitalisation. Voilà, donc ça, ça n'est pas assez dit, tout ça, il faut le dire pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. C'est une énorme manipulation qui est en cours. On le voit bien d'ailleurs dans les agissements, ils racontent n'importe quoi. Le gouvernement, LR aussi, lamentable, enfin, ce sont non pas des ânes, ils sont intelligents, mais ils sont obligés de cacher leurs véritables objectifs et ils ont de plus en plus de mal à les cacher habilement. Toutes les contradictions dans lesquelles ils se sont mis, qui sont en train d'exploser les unes après les autres.
Dernier point pour cette première partie. Donc, il y a 2 jours, jeudi, nous étions le 16 mars, le 49.3 a été enclenché pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Quel est votre point de vue sur l'usage du 49.3 ? Le 49.3, si vous voulez, c'est un coup d'État, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Mitterrand, qui est l'introducteur du néolibéralisme en France. Mitterrand, c'est l'équivalent de Thatcher et Reagan. Un petit peu moins, mais c'est quand même la même philosophie. Et donc, Mitterrand publie un bouquin qui s'appelle « Le coup d'État permanent ». Il parlait de la constitution de la Ve République après 1958. D'ailleurs, cette constitution lui a bien servi, il n'a pas changé. Mais le 49.3 est un symbole, si vous voulez, de ce coup d'État permanent, parce que ce qui s'est passé là, avec ce 49.3 là, plus que tous les autres, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État gouvernemental qui empêche le Parlement de rejeter une loi, parce que là, il est acquis maintenant que le vote aurait été négatif. Deuxième partie de notre entretien avec Jacques Nikonov. Maintenant, nous allons parler des perspectives pour ce que vous appelez une démondialisation réussie, cette démondialisation que vous appelez de vos voeux. Alors, première question, vous parlez d'une grande opération politique globale, la mondialisation néolibérale, sur laquelle vous êtes revenu pendant la première partie. Cette mondialisation néolibérale, selon vous, est la mise en place d'un ordre mondial sous domination occidentale et américaine au service des classes dominantes de l'industrie et de la finance. Je vous cite. Donc, alors la question est la suivante. La croissance de la Chine dans les échanges commerciaux et son poids économique ne remet-elle pas en question cet ordre économique mondial ? Quel regard portez-vous là-dessus ? Alors, je vous réponds tout de suite sur la question chinoise. Oui, le poids de la Chine, le poids croissant de la Chine, perturbe le schéma néolibéral. Mais il faut revenir sur la question néolibérale, parce que qui dit démondialisation dit mondialisation. C'est bien par rapport à la mondialisation néolibérale qu'on évoque la démondialisation. Donc il faut avoir les idées claires sur la mondialisation. La mondialisation néolibérale, c'est une stratégie politique de la triade, des dirigeants de la triade, c'est-à-dire Europe, États-Unis, Japon, qui ont décidé de reprendre, de créer un ordre néolibéral, un ordre particulier à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Il y a un ouvrage qui présente très bien, c'est le seul à ma connaissance, aussi complet, qui s'appelle « L'esprit du capitalisme » aux presses universitaires de France, de Boltanski et Chapiello, qui montre et qui explique ce qu'il se passe réellement dans un certain nombre de grandes entreprises, avec la prise du pouvoir des ouvriers, en fait, sur le contrôle des chaînes, sur le contrôle de l'embauche, sur toute une série de choses. Et donc, affaiblissement des profits, agitation politique qui remet en cause le capitalisme, eh bien, la classe dominante de la triade décide de siffler la fin de la récréation. Il y a une série de travaux, une série d'initiatives qui sont prises pour rediscipliner la classe ouvrière, la jeunesse et les pays pauvres. Et comment on va rediscipliner tout ce monde-là pour redresser les profits et relégitimer le capitalisme, eh bien, on va développer la mondialisation néolibérale. Tel est le but de la mondialisation néolibérale, reprendre la main pour redresser un rapport de force qui était devenu défavorable à la classe dominante jusqu'au milieu des années 70. Alors comment ça va se faire ? Eh bien, il va y avoir 4 piliers. La mondialisation néolibérale repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la guerre idéologique. Il y a eu des actions de répression.
très forte. Et on voit d'ailleurs que ça reprend là maintenant, Macron déjà avec la période, l'état d'urgence sanitaire, la répression reprend. Mais ce n'est pas l'essentiel de la répression. Il y a le Chili, c'est sûr, et par exemple en France, dans ces années-là, chaque année, il y a en moyenne 12 000 militants syndicaux licenciés. Tous les ans. C'est une épuration sociale. On vire les militants syndicaux les plus dynamiques des entreprises. Et donc, c'est le combat idéologique qui est privilégié par la classe dominante. Prise de contrôle de tous les grands médias. Papier, télé, radio, agences de presse, aujourd'hui les satellites. Tous les grands médias sont dans les mains d'une poignée de représentants de la classe dominante. Si vous regardez en France, par exemple, c'est frappant, entre Lagardère, entre Arnaud, ils tiennent tout. Ils tiennent tout. Et évidemment, l'objectif, c'est d'inculquer, de mettre des virus dans la tête des gens pour démobiliser, décourager, etc. Désinformer, tout ce qu'on veut. Deuxième pilier, c'est la libéralisation financière. L'objectif, c'est de développer la financiarisation de l'économie pour pouvoir faire du profit en dehors de l'activité productive. Et on voit apparaître de nouveaux produits financiers sophistiqués sur les différents marchés, actions, obligations monétaires, etc. Avec une augmentation des crises financières, tout ça à la suite de la fin des accords de Bretton Woods de 1971, sur lesquels on pourra revenir. Mais donc, libéralisation financière, on ouvre les marchés financiers, et c'est ce que font les socialistes quand ils viennent au pouvoir en France à partir de 1982-83. Troisième pilier, c'est la mise en place d'institutions internationales dont l'objet est de priver les États d'une partie de leur souveraineté. Et donc on voit que petit à petit le rôle du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, plus tardivement à partir de 1995 de l'Organisation mondiale du commerce et, cerise sur le gâteau, de l'Union européenne, toutes ces organisations ont pour objectif d'éliminer la souveraineté des nations pour provoquer des politiques économiques automatiques, en pilotage automatique. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'intervention politique dans l'économie. On met un pilotage avec les règles néolibérales, concurrence, etc., etc. Et voilà, ça doit fonctionner comme cela. Et en effet, il y a cette politique qui est menée. Et puis le quatrième pilier, c'est le libre-échange. Le libre-échange, l'accélération du libre-échange, la généralisation du libre-échange se développe, s'accélère à partir de 1995 et la création de l'OMC, mais ce ne sont plus des produits qui sont en concurrence, ce sont des États, des économies entières. Et les pays qui vont être pénalisés sont les pays qui ont concédé des politiques sociales favorables aux travailleurs qui pèsent sur les profits privés. Et donc, ces entreprises sont jugées en difficulté ou défavorisées par rapport aux entreprises venant de pays qui n'ont pas les politiques sociales que nous avons, issues notamment de la résistance. Et donc, en France, en Italie, en Europe essentiellement, l'objectif, c'est d'éliminer toutes les politiques sociales petit à petit, un grignotage, et on le voit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des retraites, dans le domaine de l'assurance chômage, tout, partout, il y a un grignotage sans arrêt, pour donner plus pas de productivité, mais de concurrence, de capacité concurrentielle aux entreprises françaises par rapport aux marchés internationaux. D'ailleurs, si vous reprenez l'historique,
Le tournant de la rigueur lancé par les socialistes en 82-83, l'abandon des politiques de gauche et la bascule vers des politiques néolibérales, l'alignement de Mitterrand sur Thatcher et Reagan, c'est quoi l'argument principal? L'argument principal, c'est qu'il faut être compétitif. La compétitivité, voilà. On ne peut pas, c'est la thèse qui est présentée, on ne peut pas, avec notre système de protection sociale aussi généreux, être compétitif vis-à-vis de pays qui, eux, n'ont pas ces charges qui pèsent sur les entreprises. Donc, politique de réduction de charges sociales, etc., etc., etc. Donc, voilà les piliers sur lesquels, les 4 piliers sur lesquels repose la mondialisation néolibérale. Eh bien, la démondialisation, c'est de scier ces 4 piliers. Voilà. C'est-à-dire, on reprend point par point et on organise une politique, on propose une politique qui permette de se libérer de cette mondialisation néolibérale en sciant les 4 piliers sur lesquels elle repose, à l'échelle nationale. À l'échelle nationale. C'est-à-dire, on reprend le contrôle des médias, on libère les médias pour mettre fin à la guerre idéologique menée par la classe dominante, par différentes mesures. On met un terme au libre-échange et on revient, on peut en parler longuement si vous voulez, mais pour juste montrer une perspective, quand ces institutions, FMI, Banque mondiale, ont été créées lors des accords de Bretton Woods en 1944-1945. Et il n'y a pas, lors des accords de Bretton Woods, d'accord sur la création d'une institution concernant le commerce international. Il y a eu des débats qui ont porté sur l'adoption de ce que l'on appelle la charte de la Havane, de l'OIC, l'Organisation internationale du commerce. Mais les États-Unis n'ont pas voulu ratifier cet accord. Donc il n'a pas eu lieu et il y a eu simplement des accords de commerce qui n'étaient pas intégrés à une institution pouvant les porter. Ça ne viendra qu'en 1995 avec la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Que dit pour l'essentiel l'OIC, l'Organisation internationale du commerce? Elle dit le commerce international doit reposer sur l'équilibre de la balance des paiements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucun pays ne doit être structurellement excédentaire ou déficitaire en matière de commerce international. Alors, je fais une petite parenthèse. Le déficit commercial français est colossal. Il est bien plus dangereux que le déficit de la dette publique. Le véritable problème, il est là. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne produit plus suffisamment pour répondre aux besoins nationaux, dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, des services, etc. Et donc, l'objectif de cette charte de la Havane, c'est la recherche de l'équilibre. Ça veut dire quoi, concrètement, quand il y a un déséquilibre? Quand un pays est endetté structurellement, du point de vue commercial, eh bien, il est autorisé à prendre des mesures protectionnistes pour rééquilibrer, pas pour dominer, pas pour conquérir des marchés chez les autres, mais pour revenir à l'équilibre. Et inversement, c'est-à-dire par des dévaluations, notamment, par des mesures de protection, de blocage de produits, de quotas d'importation. Et pour les pays qui sont en excédent commercial, eh ben, eux, c'est le contraire. Surévaluation, les mesures exactement inverses. Donc il faut, à l'échelle nationale, s'engager dans une politique protectionniste dans un cadre international, c'est-à-dire créer un autre système de commerce international au sein du système actuel, fondé sur ce principe de l'équilibre de la balance des paiements.
Et puis, le troisième pilier de la démondialisation, c'est les marchés financiers. Eh bien oui, il faut, là, ce n'est pas des mesures, des petites mesures, non, non, non. Il faut prendre chacun des marchés financiers. Les trois grands marchés financiers, c'est le marché action, le marché obligataire et le marché d'échange, des monnaies. Eh bien, sur ces trois marchés, il faut prendre des mesures, il faut éliminer les marchés financiers. C'est-à-dire éliminer le rôle des marchés financiers dans l'économie. Sur le marché monétaire, eh bien, il n'y a plus besoin de faire de transactions fondées sur la spéculation. Le marché monétaire ne doit servir qu'au financement d'opérations commerciales, comme c'était le cas avant. Sur le marché action, on limite, et on ferme les bourses, on va vers la fermeture des bourses et on organise d'autres modalités de détention des entreprises par action. Concernant le marché obligataire, on arrête le financement de l'État par émission obligataire vendue à des banques, des fonds de pension et des institutions financières, et on organise l'achat par l'épargne nationale, par la création de produits. Les Italiens viennent de créer, enfin ils ont déjà fait il y a quelques années, mais ils viennent de lancer un emprunt d'État national. Ça a été fait, l'emprunt Balladur, je ne sais pas, quand Balladur était Premier ministre, il avait fait ça, un emprunt national, hein, c'est-à-dire l'État lance un emprunt, mais il n'y a que les résidents qui peuvent contribuer. C'était vers 93, de 93 ouais, à 95, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, les émissions obligataires sont achetées par l'épargne nationale et par la Banque de France. C'est-à-dire qu'on revient à un financement de l'endettement comme en 1945. Hein. En 1945, la France est détruite, il n'y a pas de marché financier, il n'y a rien. Comment on finance la reconstruction? Par la Banque de France, par la création monétaire. Et donc, la Banque de France est réautorisée, ce qui est interdit formellement par le système européen, autorisée à prêter aux agents publics. Et puis, sur le marché... donc j'ai fait le tour rapidement. Hein, là c'est beaucoup développé dans le livre sur l'euro. Donc voilà, la démondialisation, c'est ça. Encore faut-il avoir le courage de porter ces perspectives dans le débat public. Pourquoi un certain nombre de forces de gauche ne le font pas? Parce qu'elles considèrent que ça n'est pas payant électoralement. Mais attendez, si ce n'est pas payant électoralement, ça veut dire que la politique se fonde sur des... comment dire, on essaye d'aller on caresse la bête dans le sens du poil pour essayer d'avoir des voix sans principe, sans perspective, sans argument. On est exactement dans le système politique que l'on dénonce, des effets de manche, des personnalités. Et donc c'est beaucoup mieux d'avoir en tête d'affiche, en tête de gondole, des personnalités que l'on va mettre en avant, présenter comme le sauveur, pour éviter les discussions de fond. Et le sauveur, il essaye de rassembler des courants divers pour avoir des voix sans mettre comment dire, d'aspect un peu difficile. Il faut du consensus. Mais on est là-dedans depuis des décennies. On voit où ça nous mène. C'est une véritable catastrophe parce que on n'a plus de débat sur les questions sérieuses. On n'aborde pas les vraies questions parce que, a priori, ça n'est pas payable, ça n'est pas payant électoralement. Mais essayons de porter le débat sur ces questions qui sont essentielles et qui conditionnent la souveraineté de la France pour mener des politiques en faveur du peuple avant de partir battus. Alors évidemment, il y en a d'États qui ne veulent pas s'engager là-dedans. Les socialistes, par exemple, ils ne peuvent pas pour l'instant s'engager là-dedans. Même les nouveaux socialistes, Olivier Faure, etc., qui sont dans la NUPES. Pourquoi? Parce que ça les obligerait à faire un bilan critique
de Mitterrand, depuis 81, 82, 83, etc., ils n'ont pas envie de ça. Mais ils ont tort, parce qu'on voit, ils sont au fond du trou. Le seul moyen pour eux de rebondir, c'est d'avoir une analyse honnête et critique de leur histoire. Mais il y a voilà, donc ça n'est pas facile. Et donc, comme ça n'est pas facile, eh bien, on finasse, on tourne autour du pot, et on essaie de faire de la gesticulation, de l'émotion, pour avoir des voix sans contenu. C'est l'exemple de la Grèce, je termine là-dessus, est intéressant parce que Tsipras, donc c'est un peu le Mélenchon grec ou Mélenchon le Tsipras français, enfin ça peut être dans les deux sens. Mais Tsipras, donc il est issu de la gauche grecque, Syriza, une scission du Parti communiste grec, et il a produit un programme, le programme de Thessalonique. Et beaucoup de gens en France, je me rappelle encore Mélenchon, le Parti communiste, les Verts, etc., étaient emballés par Syriza et Tsipras, avant qu'il arrive au pouvoir, et même un petit peu après. Mais nous, c'est avec le PARDEM, le Parti de la démondialisation, nous sommes allés de très nombreuses fois en Grèce, avec des camarades, avec des groupes identiques aux nôtres, où on a beaucoup appris, et on a étudié le programme de Syriza, le programme de Thessalonique, qui date de 2012 peut-être, je ne sais plus. Et en lisant le programme de Thessalonique, on a compris que, on l'a publié d'ailleurs, il suffit d'aller sur notre site internet, vous verrez le rapport que nous avons fait, on explique avant que Tsipras soit élu Premier ministre, que ce serait l'échec. Parce que les conditions de la souveraineté de la Grèce n'étaient pas réunies et ne permettraient pas à la Grèce de se sortir de la crise dans laquelle elle était. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Voilà. Alors on s'est fâché avec, à l'époque c'était le parti de gauche, etc. Bon, non. Voilà, il faut travailler sérieusement et ne pas céder au romantisme ou à l'émotion. Il faut faire un boulot froid, clinique, pour regarder les choses telles qu'elles se présentent. Et donc, la place de la Chine dans les échanges commerciaux, une menace pour la domination occidentale que vous dénoncez ? D'une certaine manière, oui, parce que la part de marché occidentale se réduit par la croissance de l'économie chinoise. Donc ça peut évoluer, on ne sait pas, sur le plan quantitatif, l'économie chinoise peut devenir la première du monde, encore que ça n'est pas certain, des études montrent qu'elle ne va pas y arriver, mais sur le plan du libre-échange, par exemple, la Chine joue un rôle extrêmement négatif. Parce que si vous prenez le dernier forum de Davos, qui est le rassemblement de la classe dominante annuel, qui a défendu le libre-échange, c'est la Chine. C'est tout à fait paradoxal. Alors, donc, c'est un peu par tactique, hein, c'est pas parce qu'ils sont des adeptes du libre-échange, c'est parce que c'est le moyen pour eux de se développer en ponctionnant, en profitant des délocalisations d'une part, et du fait que la Chine est le premier acheteur mondial des obligations d'État américaines, ce qui limite les ambitions américaines vis-à-vis de la Chine quand même. Cette démondialisation dont vous nous avez parlé longuement reviendrait notamment à déconnecter les économies nationales des marchés financiers internationaux. N'est-ce pas, là aussi je reviens à la Chine, n'est-ce pas ce que vient de faire la Chine en créant son propre système SWIFT ? Peut-être pouvez-vous à cette occasion expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'est le système SWIFT ? Alors le système SWIFT, ce n'est pas les marchés financiers, ce sont les banques.
C'est un système informatique qui connecte toutes les banques entre elles pour les mesurer les effets quotidiens de l'état la solvabilité quotidienne des banques qui permettent des échanges interbancaires. Mais, si vous voulez, c'est un outil qui est utile pour les banques dans leur fonctionnement actuel et qui montre une chose, c'est qu'on peut avoir l'information. Parce qu'il suffit de brancher les services fiscaux sur SWIFT pour savoir exactement tout ce qu'il se passe. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais ça n'est pas les marchés financiers. Je veux qu'on fasse bien la différence entre les banques commerciales et les banques d'affaires. Les banques commerciales s'occupent des prêts, du crédit. SWIFT concerne les banques commerciales. Et les banques d'affaires comme Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. se concentrent sur les titres financiers. Elles manipulent, elles ne font pas de crédit. Elles s'occupent des obligations et des actions. Elles font des fusions, elles achètent des titres, elles les revendent, elles font du trading, etc. C'est deux choses différentes. Donc se déconnecter des marchés financiers, c'est se déconnecter des marchés actions, obligations, monétaires. Pas du marché du crédit, c'est autre chose. Alors, bien sûr qu'il faut se déconnecter, et on a vu que c'était parfaitement, non seulement indispensable, mais que c'était possible par des mesures nationales, tout simplement. Vous savez, sur la réglementation concernant les actions, il y a encore quelques années, la loi interdisait à des non-résidents de détenir plus de, je ne me rappelle plus, peut-être 20% des actions d'une entreprise française. C'était interdit. Certains pays, les États-Unis notamment et d'autres, ont le même genre de réglementation, c'est-à-dire qu'il y a des limites. On peut mettre ce pourcentage à 1% ou à 0. Une loi dit, voilà, aucun non-résident ne peut acheter des actions en bourse, cotées en bourse, ou même non cotées. Voilà, c'est tout, c'est une loi, c'est pas compliqué. Et à partir de là, il reste à gérer le stock, c'est-à-dire les entreprises, les non-résidents qui sont détenteurs d'actions cotées ou non cotées, soit on les fait partir, soit en rachetant leurs titres. Bon, bref, je ne rentre pas dans le détail. C'est pareil pour les obligations. Comment on sort du marché obligataire mondial en étouffant les flux? Il n'y a plus d'émissions obligataires de l'État faisant appel à des investisseurs non résidents. Donc les flux sont éteints. Le stock reste le stock des détenteurs actuels. Le stock, on peut le gérer, on peut faire ce qu'on veut. On peut les garder, on peut le réduire, le supprimer. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc oui, voilà, ça permet de stabiliser, d'éviter les crises financières et de donner de la visibilité, y compris aux entreprises d'ailleurs, parce que les entreprises, ça va les rassurer, le fait qu'il n'y a pas d'instabilité financière, il n'y a plus d'instabilité financière. Autre question maintenant, les enjeux écologiques qui prennent une place très importante dans le débat et le Covid, donc deux éléments différents, n'ont-ils pas montré les limites de la mondialisation? Et comment? Si c'est le cas, selon vous. Alors, concernant les questions environnementales, la mondialisation, au travers principalement du libre-échange, est un facteur de destruction de l'environnement. Mondialisation néolibérale égale destruction de l'environnement. Les dégâts provoqués par le libre-échange, les camions qui tournent sans arrêt, les bateaux, les avions, etc., c'est le facteur le plus important provoquant les dégâts de toutes sortes, sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique, sur la pollution de l'air, des eaux, le plastique, etc. C'est le libre-échange. Donc en s'attaquant au libre-échange, alors il faudrait que les écologistes comprennent ça, que c'est très bien de faire des actes individuels, pas de problème, pipi sous la douche, enfin tous les trucs comme ça,
ouais, d'accord, pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Voilà. Ce qui réglera le problème, c'est de mettre un terme au libre-échange. Ça ne veut pas dire non plus arrêter le commerce international, mais réduire très fortement le commerce international sur des questions, sur des produits essentiels dont on a vraiment besoin. Pas sur l'explosion des chaînes de valeur, les délocalisations, etc. Il faut relocaliser et il faut mettre un terme au libre-échange. Là, on fera un progrès considérable en matière d'environnement. Maintenant, nous voudrions vous poser la question suivante, Jacques Nikonov. Si l'on souhaite réindustrialiser la France à l'heure actuelle, quels moyens faut-il y mettre selon vous et quelle échéance peut-on se fixer ? Disons que là, il y a des travaux qui ont été faits. On a montré qu'on pouvait doubler la valeur ajoutée industrielle en 10 ans. C'est-à-dire multiplier par 2 le nombre d'emplois. Pourquoi ? D'abord, pour des raisons politiques. La désindustrialisation est une opération politique. Ça n'est pas du tout, là encore, on rencontre des gens à gauche responsables qui expliquent qu'il y a des textes, les socialistes par exemple sont les plus lamentables dans cette affaire, les écolos ils ne sont pas loin non plus, en expliquant qu'on est aujourd'hui dans une société de services et qu'il est naturel que l'industrie disparaisse. Mais c'est totalement faux. Il suffit d'étudier la réalité. Les délocalisations, les fermetures d'usines sont un processus qui a été engagé dès les années 60 en France et dans d'autres pays pour réduire les grandes concentrations ouvrières. Il y a des textes là-dessus. De Gaulle a commencé à délocaliser en France. Renault a été implanté au Mans, en Seine-Maritime, pour désengorger la région parisienne. Citroën a créé l'usine de Rennes. C'était des immigrés bretons, qui étaient des paysans, qui pouvaient être OS dans l'industrie automobile, payés à coups de lance-pierre, des jeunes, des femmes, ensuite des immigrés. Et donc, il fallait éliminer les grandes concentrations ouvrières. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des usines de plusieurs milliers d'ouvriers, ça représentait un poids politique, social absolument colossal. Et donc, il fallait casser ça à la suite des luttes des années 60 et principalement 68. Après 68, les délocalisations ne se font plus seulement sur le territoire français des zones industrielles vers les zones rurales. Ça se fait à l'étranger. Ça se fait d'abord en Espagne, au Portugal, où on voit Renault, Citroën, surtout l'industrie automobile, il y avait beaucoup de main-d'œuvre, vont s'installer en Espagne, au Portugal. Et puis aussi au Maroc, par exemple. Et puis ça va de plus en plus loin, ça va après, la Chine arrive, et la Chine va devenir l'usine du monde où tous les pays capitalistes vont délocaliser finalement une partie importante de leur production. Ça s'est fait pour des raisons politiques et pour des raisons financières, parce que les coûts de fabrication, tout compris, pas de fiscalité, pas de réglementation environnementale, pas de droit social, donc les coûts de fabrication étaient beaucoup plus intéressants pour les entreprises en procédant de cette façon-là. Le fait d'avoir des trafics de bateaux, de camions, ils s'en foutent. C'est-à-dire que la responsabilité des firmes multinationales et des gouvernements est totale et écrasante dans le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement. Il y a des causes qui doivent être établies. Il faut arrêter de culpabiliser les gens et pour masquer la responsabilité de la situation. Alors, donc, pourquoi réindustrialiser ? Pour des raisons politiques. Pour reconstruire une classe ouvrière. Parce que c'est un élément fondamental dans les luttes sociales, dans l'équilibre démocratique d'une société. Voilà. On fait l'inverse. Ils ont délocalisé pour des raisons politiques, on relocalise pour recréer une classe ouvrière. Mais pas seulement pour des raisons politiques,
pour des raisons sociales. Moi, je viens de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. La Courneuve, c'était une ville de banlieue parisienne où il y avait beaucoup de grandes entreprises. Moi-même, j'étais dans une entreprise de 1500 ouvriers. Et il y avait Rateau, il y avait Babcock, enfin des grandes usines et des milliers il y avait une trentaine de milliers de travailleurs sur cette ville. Il n'y en a plus. Tout a été fermé. Il n'y en a plus une seule. Ma boîte a été rasée, Rateau a été rasé, il y avait 2000 ouvriers chez Alstom, Rateau. Et les jeunes de la ville et des villes environnantes, quand ils sortaient du collège, où ils allaient dans les entreprises de la ville et des villes environnantes. Il n'y avait pas de chômage. Dès lors qu'il n'y a plus d'usines, ils vont où ces jeunes? Ils vont nulle part. Ils vont nulle part. Et ils n'iront nulle part. S'il n'y a pas création d'emplois peu qualifiés, pas pour les laisser éternellement dans des emplois non qualifiés, mais pour leur mettre le pied à l'étrier et pour ensuite les qualifier progressivement, mais dans l'entreprise, pas à l'extérieur de l'entreprise, il n'y a pas de solution. Et ils ne veulent pas, les gouvernements ne veulent pas s'attaquer au problème. Alors évidemment, ça donne un peu le vertige. Mais si on ne fait pas ça, on ne peut pas régler le problème de l'emploi des jeunes. Ça n'est pas possible. Voilà. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est artificiel? Mais pas du tout, parce que on va faire ce qu'on appelle une politique de substitution aux importations. C'est pas nouveau, hein. Il n'y a rien de neuf dans ce que je dis. Une politique de substitution aux importations consiste à faire la liste des postes déficitaires du commerce français, déficitaires ou alors presque déficitaires, sur, par exemple, les câbles électriques pour les voitures, sur les équipements ménagers, lave-vaisselle, machin, etc., sur les pneus, sur tout ce qu'on veut, les meubles, les chaussures, les vêtements, tout ce dont les Français ont besoin dans la vie quotidienne. On s'habille, on mange, on se déplace. Bon, eh bien, on connaît, il suffit de regarder les statistiques des douanes. Tous les mois, on sait, poste par poste, produit par produit, ce qui est rentré, ce qui est sorti, le sol. Eh bien, on fait ce travail, et puis on dit, ben oui, voilà, on importe quand même, c'est quand même bizarre, on importe X millions de paires de chaussures, alors qu'on avait une industrie de la chaussure très développée à Romans, dans la Drôme, par exemple, qui a été dévastée. Eh bien, on va volontairement relocaliser les chaussures, on va arrêter les importations de chaussures. Et on va faire des usines de chaussures. Voilà. On fait pareil pour l'ameublement qui a été dévasté, etc., etc. Mais, alors évidemment, on va se frotter aux pays dans lesquels, qui fabriquent et qui nous vendent maintenant, ce qu'on faisait nous-mêmes avant. Oui, d'accord. Mais alors sinon, on fait quoi? On baisse les bras, on ne fait plus rien. Et on est rasé. Donc il faut qu'il y ait cette politique. Mais la gauche, là-dessus, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas du tout d'accord. Parce que c'est du nationalisme pour elle. C'est la préférence nationale du Rassemblement national. C'est ça qu'on nous dit. C'est ce qu'on entend. Et donc il faut passer outre. Il faut passer au-delà. Il ne faut pas rester sur les étiquettes parce qu'on n'avance pas. Il faut regarder les problèmes et résoudre les problèmes. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose qui compte. Et il faut le faire en dehors des partis aujourd'hui. On ne peut pas le faire avec les partis. Voilà. Cela fournit une parfaite transition avec la question suivante. Donc, vous avez exprimé vos griefs à l'égard de la gauche française. Vous vous définissez vous-même comme un homme de gauche, semble-t-il. Non, plus maintenant. Plus maintenant. En tout cas, vous avez signé à une époque cet ouvrage, La confrontation, un argumentaire anti-FN. Alors, la question suivante porte justement sur ce vieux clivage gauche-droite. Est-il toujours pertinent et n'est-il pas en train de céder? Il y a différentes publications telles que le Cercle Aristote, Front Populaire ou Marianne qui semblent un peu abolir ces frontières ou tenter de les abolir. Que pensez-vous de cela? Et estimez-vous que les notions de gauche et de droite sont toujours pertinentes en France en 2023? Il faut essayer de, là encore,
de sortir de l'idéologie et de regarder les faits. Il existe toujours une gauche et une droite. Il y a des partis qui se réclament de la gauche, le Parti communiste, le Parti socialiste, LFI, le NPA, Lutte ouvrière, et je dois en oublier quelques autres, des plus petits. Et il y a toujours des partis qui se revendiquent de droite, les Républicains, par exemple, Horizon, de monsieur... comment Édouard Philippe, et encore quelques autres. Il y en a centristes, mais enfin les centristes, on sait que c'est la droite camouflée. Macron, ni gauche ni droite, mais en fait on a compris que c'était la droite. Bien que Macron est composé de beaucoup de socialistes, hein, qui sont passés d'un bord à l'autre comme ça. Et puis, donc, il y a toujours des gens, donc des partis se revendiquent de la gauche ou de la droite, toujours, et puis des gens se disent de gauche ou de droite. Donc, il y a toujours une gauche et toujours une droite. Mais faut-il poser le problème en ces termes? Est-ce que c'est intéressant de poser le problème en ces termes? Non, non. Ce qui compte, c'est ce qui différencie la gauche et la droite. Et en effet, la frontière entre la gauche et la droite, qui a été nette pendant des décennies, est devenue floue aujourd'hui. Le problème, il est là. C'est qu'il y a un flou, confusion, disons, entre gauche et droite. Il suffit de regarder ce qu'ont fait les gouvernements de gauche. Mitterrand, président, Jospin, Premier ministre, Adib Cresson, Ayrault, Hollande et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont fait des politiques néolibérales. Alors, on peut sortir quelques cas particuliers qui sortent, disons, de cette perspective, mais globalement, c'est des politiques néolibérales. Regardez la participation communiste au gouvernement Jospin. J'étais à la direction du Parti communiste à ce moment-là. C'était les réunions de direction. Un jour, j'écrirai parce que c'était tellement effarant. Mais les communistes ont avalé les privatisations. Jospin détient le record des privatisations. Il a privatisé plus que la droite, avec l'aval des communistes. Il ne faut quand même pas l'oublier, tout ça. Il va falloir que les comptes soient réglés. Donc, si on prend toute une série de domaines, eh bien, on ne peut que constater le brouillage des différences entre la gauche et la droite. Voilà. Une dernière question, Jacques Nikonov. Vous semblez croire à la reconquête, à une possible reconquête d'une souveraineté de la France. Vous vous exprimez souvent à ce sujet, mais êtes-vous réellement optimiste quant à cet aspect? Et si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi également? Oui, je suis optimiste. Disons qu'on doit être optimiste de principe. Hein. C'est Gramsci qui disait le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Oui, il faut exprimer une volonté, quels que soient les aléas du moment, toujours. Mais la réalité sociale, on le voit bien aujourd'hui avec cette lutte fantastique là, contre la réforme des retraites, après les Gilets jaunes, il y a de l'espoir. Et là, le travail que nous développons, et je vais terminer là-dessus, avec un groupe d'anciens étudiants que nous avons formés, de Paris 8, qui s'appelle la dynamique populaire constituante. Nous pensons que le moment est venu, il y a un site internet, je vous invite à aller regarder, hein, dynamique populaire constituante. L'idée, c'est d'abord le constat que la Constitution française, 24 fois modifiée, mais une seule fois par référendum, tout le temps par le Parlement, qui usurpe le pouvoir du peuple, a réduit la souveraineté du peuple. Parce que comment s'exprime la souveraineté du peuple? Elle s'exprime que de deux manières. En déléguant ses pouvoirs, en élisant des élus, députés,
conseillers municipaux, etc. En fait, elle délègue ses pouvoirs. Elle est souveraine le jour où elle vote. Après, elle ne l'est plus. Elle a délégué ses pouvoirs à des élus. Et par référendum. Voilà, c'est les deux seules façons que la Constitution prévoit pour permettre l'expression de la souveraineté du peuple. Ça n'est pas suffisant. D'autant qu'on ne peut pas accepter de se déposséder de sa souveraineté pour des élus sans contrôle. Et on ne peut pas accepter la fin des référendums, puisque depuis l'échec des classes dominantes en 2005, avec le référendum sur le traité constitutionnel européen, il n'y a plus eu de référendum. Voilà. Donc le peuple n'est plus souverain. Et les 24 révisions de la Constitution ont servi à réduire encore les libertés publiques et la souveraineté du peuple et de la nation. On ne peut pas séparer les deux. Parce qu'un peuple qui est souverain dans une nation qui n'est pas souveraine ne peut pas être souverain. Ça n'est pas possible. Donc, et d'ailleurs le 49.3 témoigne, ça rend visible aux yeux du peuple l'escroquerie constitutionnelle. Parce que qui savait en fait les effets du 49.3 ? Là, c'est un cas d'école qui renforce la nécessité de porter le débat sur le plan constitutionnel. Une constitution, c'est l'architecture juridique, politique, institutionnelle d'un pays. On n'est plus à l'état des programmes. C'est bien, il faut des programmes politiques. Mais les programmes, ça concerne les élections législatives. Ce sont les parlementaires qui votent les lois, c'est-à-dire les programmes des partis. Ce n'est pas un président de la République. Le président de la République, ce n'est pas son rôle. Donc, il faut s'attaquer à la Constitution pour élaborer une nouvelle Constitution, c'est-à-dire une nouvelle façon d'organiser la société. Voilà, c'est ça la question pour nous. Donc, de provoquer une dynamique populaire constituante. C'est 1789, les cahiers de doléances qui vont aboutir à la Révolution. Donc c'est ça, c'est une révolution par la base en créant des comités locaux constituants qui vont réfléchir sur les grandes questions stratégiques. On ne va pas s'amuser à réécrire la Constitution à partir de l'article 1. On va réfléchir collectivement aux grandes questions stratégiques. La souveraineté du peuple, la souveraineté de la nation, la monnaie, l'enseignement, l'emploi, les problèmes de santé et un fil directeur, les droits naturels universels. C'est-à-dire reprendre la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'actualiser, ajouter les nouveaux droits naturels qui apparaissent aujourd'hui et faire en sorte que dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, on intègre les droits naturels et qu'on crée des obligations pour l'État de réaliser ces droits naturels, c'est-à-dire de rendre tous les droits opposables. Alors, petite précision, qu'est-ce que c'est qu'un droit opposable ? Il y a deux droits opposables aujourd'hui en France, c'est le droit aux soins et le droit à l'éducation. C'est la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Voilà. Le droit est dit opposable parce que si un enfant de moins de 16 ans n'a pas de place dans une école, même chez ses parents, mais dans un cadre légal, eh bien, l'État ne va pas donner une indemnité aux parents, l'État va lui trouver une place. C'est-à-dire qu'on va construire des écoles parce que la Constitution oblige à respecter ce droit. Et puis le deuxième droit aux soins, c'est l'obligation d'assistance à personne en danger. C'est une obligation pénale. Quiconque ne prête pas assistance à une personne en danger est soumis à la loi, à une sanction. Et donc, l'État est le garant de l'assistance à personne en danger et donc le système de soins. Bon, avec le talent qu'on y connaît, puisqu'il a dégommé le système des hôpitaux publics comme tout le reste de la protection sociale.
Ce que nous disons, c'est qu'il faut que tous les droits qui sont dans le préambule de la Constitution 46, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, liberté, égalité, fraternité, tout ça, ça doit se traduire en droit opposable. L'égalité, l'égalité, c'est de l'encre sur du papier dans la Constitution, comme le droit à l'emploi, qui est dans le préambule de la Constitution de 46. Eh bien, nous disons qu'il faut créer des obligations dans la nouvelle Constitution qui font que l'État sera obligé de régler le problème. Employeur en dernier ressort, si le marché n'est pas capable de créer le plein emploi, l'emploi pour tous, l'État crée des emplois, comme l'a fait le New Deal aux États-Unis. Les ateliers nationaux? Non, ça ce serait la solution la pire. Pourquoi faire le pire alors qu'on peut faire le meilleur? Non, pas des ateliers nationaux. Mais je vais y revenir. Justement, non, je viens tout de suite. L'emploi, on nous dit qu'il n'y a plus de travail. Il y a une campagne menée par le monde, même le monde diplomatique à un moment donné a participé à cette campagne. Il n'y a plus de travail. Enfin, là, on est vraiment... on a touché le fond. Qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail, c'est l'activité qui permet de produire les richesses permettant de répondre aux besoins individuels et collectifs. C'est tout. C'est ça le travail. C'est pour ça qu'on travaille. On travaille pour ça. Donc le travail est infini, parce que les besoins eux-mêmes ne sont pas finis. Et donc, la question n'est pas de chercher des emplois. La question est de chercher les besoins et de voir si la société répond aux besoins. Si on fait le tour autour de soi, on regarde autour de soi, on verra qu'il y a des besoins énormes en matière de logement, de transport, d'environnement, de culture, de toutes sortes. Et que pour répondre à ces besoins, il faut créer des emplois. Et donc, qui va créer ces emplois? Ce n'est pas le marché. Il faut se désencastrer du marché. Ce n'est pas le marché. Ce sont des collectifs de citoyens en liaison avec les collectivités locales. Aujourd'hui, il y a des employés communaux qui gèrent des potagers. Voilà, l'activité de potager pour les cantines scolaires, circuits courts, bio, etc. Voilà, disons, des initiatives qui sont à prendre. Après, on a réglé la question, est-ce qu'il y a de l'emploi pour tous? Oui, évidemment, puisqu'il s'agit de répondre aux besoins. Est-ce qu'il y a de l'argent pour payer ces emplois? Évidemment, dans le bouquin qui a été évoqué, Chômage nous accusons, on a fait le calcul du coût du chômage. Coût direct, indirect, manque à gagner. On a vu et on a démontré que le coût du chômage est égal, même supérieur, au coût du plein emploi. Voilà, c'est tout. C'est 200 milliards, il faut 200 milliards par an. Et les 200 milliards, on les a et on montre comment on peut réallouer les sommes. Bon, bref. Donc, il y a de l'emploi pour tous, il y a de quoi payer l'emploi pour tous. Il faut mettre tout ça en visibilité et s'organiser et faire en sorte que la Constitution oblige l'État à être l'employeur en dernier ressort. Même chose pour l'égalité. Je prends qu'un seul exemple, égalité homme-femme. Il faut que dans la Constitution, il y ait des éléments qui permettent de créer l'égalité homme-femme en matière salariale, en matière de promotion, etc. etc. Des éléments contraignants. Et donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. Personne n'y réfléchit. Parce qu'on considère que, là, on a une conception, il y a deux conceptions de la Constitution. La Constitution bourgeoise et la Constitution démocratique. La Constitution bourgeoise de la Constitution, c'est ceux qui considèrent que la Constitution ne doit servir qu'à définir l'équilibre des pouvoirs et l'organisation des institutions. Voilà, c'est la Constitution actuelle, bourgeoise. Surtout pas la souveraineté du peuple. La Constitution démocratique, c'est celle dans laquelle le peuple est souverain et sont définis les droits du peuple et l'obligation faite à l'État de respecter les droits du peuple.
Donc là, le débat doit se développer et on peut avancer. Je crois que le contexte actuel, national et international, est favorable à une évolution de la réflexion dans ce domaine. D'ailleurs, on est en train de rassembler tout un tas de groupes autour de ces questions et on espère qu'il y aura des initiatives qui vont être prises dans les semaines, les mois qui viennent pour favoriser ce développement de comités locaux constituants pour réfléchir à ces questions-là. Merci beaucoup Jacques Nikonov d'avoir été notre invité pour cette deuxième édition. Donc parmi les différents ouvrages que vous avez fait paraître, il y avait celui-ci, donc Sortons de l'euro aux éditions Mille et une nuits, et également La confrontation argumentaire anti-FN, c'est aux éditions Le Temps des Cerises. Vous pouvez, après la rencontre, les acquérir puisque vous allez nous faire une séance de dédicace. Je rappelle également qu'il y a une contribution d'un montant libre à l'entrée pour l'organisation de cette journée et pour nos futures rencontres que nous espérons nombreuses et aussi riches que celles d'aujourd'hui. Merci encore d'être venu à Clermont-Ferrand.